mais c'est quand vous êtes livré aussi, pieds et poings liés, à des gens qui ont envie de vous massacrer. Ça, c'est une société de terreur. Et c'est pour ça que j'ai beau être un ancien syndicaliste, et j'ai beau avoir le respect inconditionnel des droits du salarié, c'est pour ça qu'il faut quand même refuser toute argumentation, comme on en trouve dans certains milieux judiciaires ou policiers. Je crois qu'il faut refuser toute argumentation qui met ça sur le compte du banc. Quand il s'agit d'arrêter un brave retraité qui a tiré 3 coups de fusil en l'air, les moyens pour les arrêter, ils les ont. Donc c'est pas une histoire de manque de moyens. Quand il s'agit d'embêter un automobiliste parce qu'il a roulé à 52 alors qu'il fallait rouler à 49, les moyens, ils les ont. C'est pas une question de manque de moyens. S'ils veulent envoyer demain un commando de CRS venir me sortir par la peau du cul, à coup de pompe dans le cul de chez moi, ils le feront. C'est pas une question de manque de moyens. C'est simplement une question de culture. D'ailleurs, je crois que le criminologue Xavier Raufler l'avait dit dans un de ses textes. On est dans une culture où, en gros, quand il y a des agressions, les élites gouvernementales, judiciaires et policières, la hiérarchie de la police, la hiérarchie de la gendarmerie, la magistrature, a dit les gars, n'intervenez pas, parce que ça se fait pas. En France, on n'intervient pas contre les agresseurs, on intervient éventuellement contre leurs victimes, mais on n'intervient pas contre les agresseurs. Bon, ça se passe pas toujours comme ça, mais enfin, quand même, le verre est dans le fruit. Bon. Donc ça, c'est ce que j'appelle le pourrissement démocratique, c'est ce que j'appelle l'inversion des valeurs par le haut, enfin ça a des conséquences en bas, mais comment nos élites gouvernementales, comment administratives, parce que la justice et la police sont des administrations, comment nos élites nous pourrissent la vie en transformant la violence en terreur. Moi, si la France était une société de violence, je vous dis solennellement, mes chers camarades, que je serais content. Mais la France n'est pas une société de violence, hélas, elle est une société de terreur. Bon. Alors, en deuxième partie, voilà, c'est mon... je suis prof de philo, allez, deuxième partie, je voudrais maintenant un petit peu parler de l'inversion des valeurs, mais cette fois-ci, vue par en bas, c'est-à-dire par rapport à se dire, nous autres, quoi, les gens, bon, des gens du peuple, classe moyenne, voilà. Alors, par en bas, c'est pas mieux. C'est-à-dire qu'on a des élites qui nous gouvernent, qui font des choses très vilaines, mais par en bas, c'est pas mieux. Alors, ce que j'ai constaté en tant que modeste observateur, je ne suis pas sociologue, mais enfin, je suis quand même un peu auteur, quand même, à Riposte-Laïque, j'ai écrit des articles là-dessus, et puis je ne suis pas le seul. Ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a une épidémie de victimes, à l'heure actuelle, ou de témoins d'ailleurs, qui prennent la défense d'agresseurs, y compris dans des cas de crimes très graves. Vous avez, ça tournait en boucle sur Internet, un jeune bobocrate agressé dans un métro, qui s'est fait casser la gueule par une bande de racailles, et qui évidemment prend la défense de ses agresseurs, qui porte plainte contre les gens qui dénoncent l'agression, mais non pas contre ses agresseurs directement. Enfin bon, par en bas, nous avons également une complaisance des victimes très forte vis-à-vis de ce qu'elles subissent. Alors, bon, je parle beaucoup d'agression et de crime, il ne faut pas focaliser là-dessus. Il n'y a pas que ça. Il y a une sorte de comment dirais-je, de pulsion d'autodestruction, en fait. C'est-à-dire que, en gros, on en prend plein la gueule. Alors, il n'y a pas que les crimes, il y a d'autres choses. Il y a la précarité, il y a le chômage, il y a l'oppression. Si on est salarié, on peut avoir un patron sur le dos qui nous embête, mais si on peut être patron, on peut aussi être harcelé par un salarié. Hein. Là, je mets tout le monde d'accord. Hein. Je sais qu'il y a des camarades libéraux, puis il y a des camarades anti-libéraux, mais moi j'aime bien mettre tout le monde d'accord. Le harcèlement moral dans les entreprises, c'est une abomination, ça fonctionne dans les deux sens. Ça fonctionne dans les deux sens. Ce qui se produit la plupart du temps, d'ailleurs, c'est qu'il y a un salarié qui va persécuter notre salarié, et puis le patron, il est complice, soit pour affirmer une sorte de pouvoir, quoi. Soit il est complice parce qu'il a peur aussi du salarié qui persécute l'autre, parce que le salarié qui persécute l'autre, c'est un voyou, et le patron n'ose pas s'opposer au voyou. Enfin, il y a des tas de trucs, quoi. Bon. Donc, on va mettre tout le monde d'accord, il ne s'agit pas de jouer salarié contre patron, patron contre salarié, mais je veux dire, il y a des gens qui en prennent plein la tête, mais le problème, moi ce que j'observe, j'ai écrit un article là-dessus qui s'appelait « La France invertie », c'était un petit clin d'œil à l'ouvrage d'Ortega y Gasset, le philosophe espagnol des années 20-30, qui avait écrit « L'Espagne invertébrée ». On aura l'occasion d'y revenir dans le débat, parce que quelque part, la France d'aujourd'hui ressemble à l'Espagne d'avant la guerre civile, il faut le
le savoir. Je ne vais pas en traiter dans le détail, mais dans le débat, on aura l'occasion, effectivement, de faire, si vous le voulez, de faire un rapprochement avec la philosophie espagnole. Il se trouve que je suis un peu hispanophone, donc je connais un tout petit peu quand même la philosophie espagnole. On est dans une espèce de France invertie, de France de l'autodestruction, de France... bon, c'est ce que, alors évidemment, c'est ce que nos théoriciens appellent la dévirilisation de l'Occident, la pulsion d'autodestruction, la complaisance, la servitude volontaire, on en reviendra, on en reparlera. Bon, cette pulsion d'autodestruction a d'ailleurs été pensée par les philosophes, c'est pas si nouveau que ça. Vous avez justement Nietzsche, le philosophe de la réévaluation des valeurs, qui en parle au XIXe siècle. En gros, il dit l'occidental est un... Bon, j'aime bien employer des gros mots. En gros, Nietzsche il dit l'occidental est un trou du cul. C'est une raclure de fond de chiotte, c'est une sous-merde, quoi. Bah, il ne le dit pas comme ça, mais en gros, l'occidental, c'est un pauvre con. Bah, c'est ce que dit... Nietzsche traite l'occidental de Changala. Alors, attendez, je ne sais plus si c'est Changala ou Chandala, c'est le mot hindou, qui signifie quelqu'un qui est en dessous du serviteur. C'est un synonyme d'intouchable dans le système des castes hindous que Nietzsche aime bien. Hein. Il a un côté hindouistophile, Nietzsche, et donc il traite l'occidental moyen de Chandala. Alors il attribue ça à l'influence néfaste d'un certain christianisme, mais là je ne veux pas non plus m'attirer des ennuis vis-à-vis de mes camarades chrétiens. Le problème c'est pas de dire où les vilains chrétiens, c'est pas la question, mais il attribue ça à un certain christianisme, en tout cas un certain christianisme, et il dit finalement le chrétien occidental moyen, c'est en gros une espèce de pauvre type qui aime bien se faire taper sur la gueule et qui en redemande. Voilà. Bon. Et il le dit déjà au XIXe siècle. Donc on est dans un concept, effectivement, j'avais expliqué ça dans un article de France invertie. Le mot inverti n'a pas de connotation sexuelle, évidemment, mais France invertie, c'est-à-dire France de l'inversion des valeurs, c'est-à-dire, en gros, finalement, le criminel, c'est une victime, la victime, c'est un criminel, le savant est un imbécile, l'imbécile est savant, enfin, vous voyez ça tous les jours à la télé-réalité, en fait, toutes ces inversions dont on aura l'occasion, éventuellement, de faire le détail lors du débat. On pourrait citer, je pense, des dizaines d'exemples. Je n'ai pas le temps de le faire, mais on est vraiment dans un monde d'usurpation. Le concept d'usurpation est d'ailleurs important là-dessus. L'usurpation, ça veut dire une propriété illégitime. Alors il y a l'usurpation matérielle, c'est-à-dire par exemple quand vous êtes propriétaire de trop de biens, dont vous privez les autres, ça c'est l'usurpation matérielle. Et puis il y a l'usurpation morale, c'est par exemple quand vous passez par exemple pour un savant ou pour un expert, alors qu'en fait vous n'y connaissez rien, et Dieu sait si à la télé, par exemple, à la radio, on entend parler des gens qui posent leur poste, qui sont des experts, qui sont des savants officiellement, et qui en fait parlent de choses qu'ils ne connaissent absolument pas, ou parfois même mentent effrontément pour nous masquer les vraies réalités. J'espère moi-même ne pas finir comme ça, finir de petit conférencier et me transformer en faux savant au fur et à mesure que je prendrai une voie. J'espère ne jamais devenir un faux savant. Bon, enfin bref. Donc, voilà pour l'inversion des valeurs par le bas, quoi. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas être dans le concept qu'il y a les bons et les méchants méchants qui tapent sur les bons. Parce qu'en fait, les bons, les honnêtes gens, ils sont aussi complaisants, aussi lâches, parfois aussi vils, aussi infâmes que leurs propres agresseurs. Ça c'est un truc qu'on aura l'occasion de... Il faudra qu'on en cause lors du débat. Cette espèce de... Moi, je le vois dans l'éducation nationale, quand il faut virer, en gros, un élève qui nous embête, vous avez toujours des collègues qui vont prendre la défense de ce que j'appellerais des branleurs invétérés. C'est ça, c'est par le bas. Les victimes elles-mêmes, même des profs qu'on a vus en larmes, après s'être fait insulter par un élève indésirable, des profs qui peuvent être l'élève, alors aucun racisme de ma part, l'élève qui fait le con, ça peut être un blond aux yeux bleus. Moi j'en ai dans ma classe, ils sont blonds aux yeux bleus, et ils font les cons, il n'est pas forcément les cheveux crépus et bruns, le mec. Là-dessus, je mets tout le monde d'accord. Mais j'ai vu des profs en larmes, et qui finalement, bon, ils étaient en larmes, mais le lendemain, ils vous ressortaient un discours, je dirais, tout va bien dans le meilleur des mondes. Hein. Donc les victimes sont consentantes. Je crois qu'il faudra le redire, ça. Dans le débat, on essaiera de... Les victimes sont consentantes. Enfin, pas toutes. Mais, bon. Alors,
mon troisième axe de réflexion, parce que je vois que l'heure tourne, alors officiellement il me reste 5 minutes, mais Non, je vais bon. Ça sonne pas, monsieur, ça sonne pas. Bah, ce qu'il y a de bien, c'est qu'en cours, au moins, bon, bah, ça sonne, et puis je reprends le lendemain. Quoi. Mais là, là c'est un petit peu du marathon philosophique. Alors, ma troisième partie, c'est une question, au bout d'un moment, comme le disait mon théoricien, l'un de mes théoriciens préférés, qui s'appelle Michel Drac, c'est un théoricien anti-mondialiste très prudent. Comme disait Michel Drac, à un moment, il faut cesser d'analyser pour proposer des moyens d'action. Alors ça, c'est toujours la fameuse question qu'avait immortalisé Lénine, hein, la question que faire. Alors je l'ai fractionné en 2 sous-parties, si vous voulez. Déjà, est-ce qu'il faut faire quelque chose? Et ensuite, si oui, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, mon troisième truc, c'est une question préjudicielle. Est-ce qu'il faut nécessairement lutter contre l'inversion des valeurs? C'est vachement provocateur, parce que là, je fais une conférence sur l'inversion des valeurs, puis je pose la question, mais est-ce que finalement, il faut se battre contre ça? Et je vais répondre oui et non. Je vais répondre oui et non. L'inversion des valeurs, bon, c'est... je crois, honnêtement, il faut être un peu pessimiste, c'est quelque chose qu'on ne peut pas arriver à extirper de la mentalité collective des peuples. Ça ne me paraît pas possible. L'inversion des valeurs contemporaines, c'est un peu philosophico-philosophique ce que je dis, mais l'inversion des valeurs contemporaines, c'est un peu la version contemporaine de ce qu'un théoricien du XVIe siècle appelé la Boétie, l'ami de Montaigne, appelait la servitude volontaire. Alors, vous avez sans doute lu ce tout petit ouvrage rédigé par un philosophe de 17-18 ans, il était génial le mec, les élèves de 17-18 ans que j'ai en face de moi, ils sont bien incapables de rédiger le texte de la Boétie. Mais la Boétie, à 17-18 ans, en gros, il dit un peu ce qu'on dit nous autres dans les milieux patriotiques. Il dit, ce qu'on disait, les victimes, non seulement sont consentantes, mais ça va plus loin que la lâcheté. La servitude volontaire, c'est un truc, c'est ce que j'appelle un irrationnel explicatif. C'est-à-dire, ça explique tout, mais ça ne s'explique pas. C'est dans l'homme. Je dirais, c'est ontologique, c'est consubstantiel. Vous trouverez dans toutes les civilisations des victimes consentantes, mais c'est pire que des victimes consentantes, parce que la victime qui s'est pris, en gros, un pain dans la gueule, c'est pas de la servitude volontaire. Bon. La servitude volontaire, c'est la personne qui ne s'est pas encore reçu des coups de poing dans la gueule, mais qui demande à en recevoir, avant de se les recevoir. C'est ça le truc. Moi, j'ai un truc tout bête. J'ai des collègues qui anticipent les réformes pourries de l'éducation nationale. Moi, au bout d'un moment, je finis par les appliquer, parce que je suis fonctionnaire. Je freine des cas de fer, mais je finis parfois par appliquer des trucs, bon, et encore, je m'efforce. Mais il y a des collègues, avant même que le texte de loi soit passé, ils réfléchissent les moyens comment appliquer la réforme avant même qu'elle existe. C'est ça la servitude volontaire. En gros, à la limite, comment se faire éclater la tronche avant même que... La servitude volontaire, c'est que vous allez dans la rue, vous êtes dans un quartier bien craignos, et vous abordez le premier criminel venu, et vous dites salut à toi, ô grand criminel, je t'admire, est-ce que tu aurais l'amabilité de me péter la gueule? C'est ça la servitude volontaire. Et nos contemporains se comportent, je pense qu'on s'est tous un peu comportés comme ça à un moment donné, une fois dans notre vie, le tout c'est d'essayer de... Mais on se comporte tous un peu comme ça, après on essaye de s'en sortir, mais c'est la servitude volontaire. Et l'inversion des valeurs contemporaines, c'est exactement ça. C'est la servitude volontaire de la Boétie, mais à laquelle s'ajoute une dimension qui n'existait peut-être pas à son époque, qui est la dimension de la rebellocratie. C'est-à-dire qu'on a des victimes consentantes qui cherchent à se faire écraser. Servitude volontaire, ça ne s'explique pas, c'est dans l'homme, on n'y peut rien. Mais en plus, ces victimes consentantes qui cherchent à se faire écraser, en plus, elles se font passer pour des rebelles. Alors ça, c'est une dimension, je pense, nouvelle, qui n'existait pas à l'époque de la Boétie, parce qu'à l'époque de la Boétie, en gros, les gens fermaient leur gueule. Hein. Mais là, maintenant, on a des gens qui ferment leur gueule, mais qui jouent au caïd. Et nous avons notamment nos amis les gauchistes, qui sont des spécialistes de ce genre de trucs. Alors, il y a peut-être des camarades gauchistes parmi